France Culture et Arte présente Et maintenant, le festival. Quelle est la scénographie? C'est à vous. Vous pouvez vous mettre autour de la table. Une troisième chaise, non? Oui, c'est mieux, Voilà. non, Mieux, non? Ou alors je me mets debout sur le plot. Marie, et là qu'on vous voit bien. Moi, je vais me mettre là. Jean-Marie. Alors, Comme ça, c'est parfait. je pose mes petites affaires. Ah, d'accord. Vas-y, Charlie, c'est quand vous voulez. Pas de pression, hein. Alors, attendez, je m'installe. J'ai ma gourde. Là, hop, hop. Et voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur cette rencontre intitulée « Tu l'as dit Romain, mais je le répète, le célibat, un nouvel Eldorado » avec vous, donc Adila Benedjazou. Vous êtes productrice de documentaire radio, on vous a entendu la demi-heure qui vient de passer, mais je le rappelle quand même, vient de sortir une série des pieds sur terre sur France Culture de 5 épisodes, Exologie, une vie de célibataire. Je vous recommande chaudement de l'écouter, je l'ai écouté hier soir et ce matin, c'est vraiment génial. Et bienvenue à vous, Marie Coq. Vous êtes journaliste et autrice de Vieille fille, une proposition qui est parue aux éditions La Découverte. Bienvenue à vous également. Alors, première question, parce qu'on a peu de temps quand même. Ce qui m'a frappée dans vos deux ouvrages, c'est que pour parler de célibat, vous parliez d'abord de couple. Est-ce que le célibat est une chose, un objet impossible à atteindre? Qui veut commencer? Adila. Oui, alors moi, donc, pendant un an, j'ai essayé de définir ce que pouvait être le célibat. Et il se trouve qu'il n'y a pas de définition positive. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'en matière de couple. Et être célibataire, ce n'est pas autre chose que ne pas être en couple. Et en dehors de toute valeur morale, de parler de mariage, de couple légitime ou quoi, c'est vraiment, c'est ontologiquement impossible de penser le célibat pour ce qu'il est uniquement. On ne le pense que pour ce qu'il n'est pas, ce qui rend la chose particulièrement ardue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marie Coq? Oui, je suis complètement d'accord. Mais alors, en plus, on peut s'interroger parce que c'est effectivement donc une définition sur ce que ça n'est pas, et pourtant on a l'impression que ça devient une espèce de réalité quand même qui existe. Alors que moi, l'expérience que j'ai faite avec Vieille fille, c'est que plus j'avançais dans mon célibat, plus en fait le mot ne voulait absolument plus rien dire. En fait, c'est-à-dire que la catégorie pour moi n'est plus pertinente. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien de moi, quoi. C'est une espèce d'état. Enfin, on en parlait avec Géraldine avant, mais moi j'ai l'impression que ça me définit autant d'être sans mari que d'être sans voiture, par exemple. Ça, je trouve que ça ne dit pas grand-chose de ma situation. Et pourtant, vous tentez quand même d'essayer de définir ce que c'est que le célibat. Alors, est-ce que c'est un objet impossible à saisir? D'accord, mais quand même, on peut tenter d'en donner une définition pas seulement négative, donc à savoir pas être en couple. Est-ce qu'on peut en donner une définition positive? C'est un petit peu quand même ce que vous tentez de faire, Marie, comme quand vous parlez de Vieille fille, sous-titre une proposition, c'est que vous tentez quand même de dépoussiérer tous les clichés autour du célibat et donc de le revaloriser. Oui, en fait, peut-être une façon de le rendre plus positif, c'est de ne pas penser, encore une fois, que c'est un état, mais que c'est plus une situation qui peut être passagère ou non, peu importe. Mais l'idée d'être célibataire, l'idée d'être vieille fille, une proposition, c'était en fait vraiment de dire comment on peut faire, qu'on soit célibataire ou non, qu'on ait des enfants ou pas, pour que cette question du couple, de la famille, prenne moins de place. En fait, comment on a fait de ça un critère prioritaire pour une vie réussie ou même une vie juste, parce qu'une vie réussie, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais finalement, c'est comment... moi, je ne suis pas sûre qu'il faille forcément donner une définition positive, mais c'est plutôt de réduire l'impact, réduire l'impact du terme, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, je trouve que c'est un vocabulaire qui a pris une place énorme, alors qu'en vrai, dans une vie, je trouve que ce n'est pas grand-chose. Ce que ça veut dire. Bah alors, c'est paradoxal, parce que vous tentez quand même... Vous dites que ce n'est pas grand-chose et vous écrivez beaucoup de pages justement sur le sujet. Oui, mais je trouve que c'est comme dans Exologie, en fait, j'ai adoré. Non, vraiment, c'est merveilleux. Et, mais en fait, on voit bien que ça ne parle pas que du célibat non plus. En fait, il y a une recherche qui va au-delà de comprendre pourquoi on est encore célibataire. Il y a vraiment une espèce enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, mais d'être au plus juste aussi de qui on est, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, pourquoi on pense comme ci, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on a réagi comme ci, réagi comme ça. Enfin, Adila, vous êtes d'accord avec justement, effectivement, le fait de travailler sur le célibat, c'est justement le fait de décoller de cette question-là?
Oui, en fait, c'est essayer de comprendre, parce que moi aussi, j'ai dévoré le livre de Marie, et j'étais là, enfin une autre personne que moi qui s'intéresse à ce sujet qui n'intéresse personne. Et, parce que, en fait, pour moi, c'est toujours cette question de la discrétion. En réalité, bon, alors moi, je pose le truc de célibat de longue durée, et Marie aussi, vous aussi, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans des vies sentimentales discontinues. Et qu'on est en couple par intermittence, et donc par définition on est aussi célibataire par intermittence. Mais dans cette intermittence, le couple c'est le point et célibat c'est le blanc au milieu, c'est le vide. Ouais. Mais justement, alors moi je me suis attachée de savoir quelle matérialité on pouvait donner à ce vide et le penser pour lui-même. Quelle situation matérielle aujourd'hui vivent les célibataires, parce qu'en fait il y en a une. Oui, mais toutes les deux, il y a aussi, pour essayer de comprendre de quoi est fait ce vide, vous tentez de répondre à cette question, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Qu'est-ce qui fait que cette situation-là, c'est du vide et qu'on la définit tout le temps en termes négatifs? Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché avec Vincent, avec Antoine et vos autres ex dont j'ai oublié les prénoms, sûrement pas comme vous. Et ça, c'est assez fascinant. Je me suis demandé, moi aussi, je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast se font la même réflexion. Si moi, j'allais voir mes ex, qu'est-ce qu'ils me diraient ? Et en fait, est-ce qu'on n'est pas dans un fantasme d'avoir une réponse à cette question qui en fait n'a pas de sens sur ce qui n'a pas marché? Marie Coq, je vous vois hocher la tête. Oui, parce que ce que j'ai trouvé, un passage que j'ai trouvé très beau dans Exologie, c'est quand vous allez retrouver, alors je ne sais, pareil, j'ai oublié le nom, mais en fait vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu du tout la même expérience de la relation. Oui. Et en fait, je me dis que effectivement, quand on est célibataire ou même quand on est en couple et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, etc., on est là à se faire des nœuds au cerveau pour essayer de détricoter encore une fois la situation. Et qu'on n'a pas du tout la même vision de ce qui s'est passé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait prendre comme une base de travail, en fait, pas comme une espèce d'anomalie dans votre recherche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'on ne vit jamais les mêmes, on ne vit pas la même relation que l'autre, on n'a pas la même expérience. Et qu'en fait, on a l'impression, je sais pas, j'ai parfois l'impression qu'effectivement, le couple, on a l'impression que c'est une situation factuelle sur laquelle on peut compter quelque chose qui a l'air du simple bon sens, enfin voilà, où on fait des choses pour les uns pour les autres, etc. Donc le couple, on peut le définir. Que le célibat, comme vous le disiez, c'est une espèce de truc un peu qui est en dehors des points, mais que personne ne sait ce qu'il est en train de vivre en réalité et qu'on devrait accepter que, quelle que soit la situation, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Quelque chose comme ça. Vous êtes d'accord ? Oui, de toute façon, oui, on est tous aussi désemparés quand on est en couple que quand on n'est pas, quand on se pose des questions sentimentales. Après, justement, c'est aussi la question du célibat aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la vieille fille ou le vieux garçon n'existe pas. C'est que les célibataires d'aujourd'hui, ils ont eu des histoires d'amour. On n'est plus la cousine bête. On a aimé, on a été aimé, on a désaimé. Et le principe, et donc on a tous des ex. Donc, ce qui est en jeu, et à travers ce que vous dites toutes les deux, c'est aussi de questionner ce passage en fait de trajectoire individuelle qu'on entend très bien dans votre documentaire à quelque chose où on pourrait monter en généralité sur. En fait, le problème, c'est pas des trajectoires individuelles, c'est pas des femmes qui ont échoué ou des mecs qui ont rien compris. C'est véritablement un problème de structure. On pourrait aller jusque là, parce que j'ai pas l'impression non plus que dans votre documentaire vous remettez en cause la structure patriarcale et le fonctionnement du couple. Vous, Marie, vous y allez beaucoup plus de ce côté-là. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une remise en cause de représentation fondée sur un système patriarcal. Oui, en fait, c'est aussi que le couple... En fait, ce que je trouve étonnant, c'est que je pense qu'on n'est pas les seules femmes ici à se demander pourquoi ça n'a pas marché, mais on n'est pas nombreuses, je trouve, à se dire mais est-ce qu'on a à tout prix à rentrer dans ce jeu-là? Enfin, voilà, c'est comment dire. Je reformule, c'est pas du tout français ce que je viens de dire. Il y avait un bon début. Je reprends ma grammaire. Non, mais l'idée, c'est de ne pas... en fait, on joue toujours au même jeu. Sans se demander, on a toujours envie de gagner, mais on ne se demande pas si le jeu en lui-même, c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. Donc, au-delà de savoir, voilà, on a quand même beaucoup dit aussi sur l'aliénation du couple. Moi, c'est vrai que j'ai aucune envie de devoir rendre des comptes. Les gens n'ont pas à savoir où je suis. Enfin, bon, des choses très bêtes comme ça, donc qui sont possibles quand on est célibataire, moins quand on est en couple. Mais c'est aussi
moi, ce que ça m'a permis, vieille fille, c'est de me dire, mais attends, ce truc qui m'a semblé tellement désirable pendant si longtemps, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et surtout, alors ça, je ne sais pas si c'est une question que vous êtes posée aussi, mais c'est que, en vrai, moi, je pense que les couples, si on veut les faire durer, on pourrait toujours, si on acceptait des compromis, si en fait on baissait un peu nos standards, si on baissait nos attentes, si on n'avait pas envie que l'amour ce soit de l'amour justement. Et si on considère que le couple c'est une sorte de partenariat, une équipe, un travail, ce genre de choses, je pense que c'est plus facile de rester en couple. Si du couple on attend l'amour, effectivement, ça donne exologie aussi. On se dit, mais alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais moi je trouve que le fait d'être célibataire, c'est un truc d'amoureuse, vraiment. Ah bah alors vous avez renoncé à l'amour, alors c'est ça? Quand vous dites célibataire, ça ne veut plus rien dire. Et que vous reliez le célibat à l'amour, ça veut dire que d'une certaine manière, vous renoncez à l'amour ou à cette vision-là de l'amour entérinée par la figure du couple. Voilà, moi je renonce au couple, je crois, mais à l'amour pas du tout. Ce qui est bizarre, alors parce qu'en fait, il y a quand même ce désir de l'amour, cette fascination de l'amour, mais par contre, je n'ai pas trouvé la solution. Alors, n'achetez pas le livre si c'est ça que vous attendez, parce qu'il n'y a pas de solution de savoir comment on peut... À la fois être célibataire et amoureuse. Ouais. Mais en vrai, ce serait ça le but. Adila, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur le fait que dans votre documentaire, vous essayez de retracer votre trajectoire, de la croiser avec celle de vos ex, d'essayer de confronter des points de vue pour peut-être décrire une situation un petit peu plurielle, mais pas forcément pour monter en généralité et en tirer des leçons, soit sur... nos structures, nos représentations de famille, ou alors même sur l'amour. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'essaye d'éviter de parler du couple. C'est-à-dire, moi, je marche pieds nus, je vais pas commencer à commenter les chaussures des autres. Donc évidemment, comme il y a cette autobiographie, etc., je vais voir mes ex, mais j'essaye de ne pas dire quelque chose du couple, si possible. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si le couple aujourd'hui est vécu comme un lieu de violence patriarcale, il se trouve que le célibat est un autre lieu de la violence patriarcale. Parce que après, en fait, la situation matérielle des célibataires aujourd'hui, en fait, le problème de là ou du célibataire aujourd'hui, c'est pas d'être malheureux ou de vivre avec son chat ou je sais pas quoi. C'est juste que, en fait, il paye beaucoup plus d'impôts que quelqu'un qui est en couple. Très bien. Enfin, il y a la police d'assurance. En fait, racontez-nous ça. Oui, alors, non, mais il y a un chercheur, Christophe Furet, qui travaille là-dessus, qui parle d'ordre matrimonial, c'est-à-dire que on vit sous un ordre matrimonial. Donc la personne qui est célibataire, elle paye plus d'impôts que la personne qui est en couple parce qu'on trouve qu'on doit récompenser la personne en couple. Bon, ça vient de loin. Ensuite, elle va évidemment payer plus cher sa chambre d'hôtel, son billet de train, son abonnement à la salle de sport. Le loyer. Le loyer, évidemment, enfin plein de charges. Et elle va payer beaucoup plus cher sa police d'assurance. Et en principe, d'un truc qui est quand même révoltant, c'est que les célibataires meurent plus jeunes que les personnes en couple. Donc, les assureurs, ils ont fait leurs calculs, et ils ont fait leur petit bilan de risque. Et donc, on paye plus cher nos polices d'assurance parce qu'on meurt avant vous. Et donc, en fait... Non mais alors on peut en rigoler, ouais. Non mais après, non mais surtout en fait il faut croiser ça avec le fait que un grand nombre de célibataires se trouvent dans les catégories populaires de la société. Donc plus on est pauvre, plus on est célibataire, et plus on est célibataire, plus on est pauvre. Et donc en fait ça recouvre des situations qui, ce n'est pas la mienne, mais des situations de vraie détresse financière, économique. Et ça c'est de la pure injustice. C'est pas seulement du stigmate, c'est un ordre social injuste. Et donc, par là, il faut aussi en finir avec la figure de la célibataire, soit vieille fille à chat, seule et tout, soit aussi la célibatante, qui est quand même un terme horrible, donc qui, en fait, ne se bat que pour trouver l'amour, mais surtout, en fait, qui finit toujours en couple. Donc, elle n'est célibataire que le temps de trouver l'amour qui va résoudre tous ses problèmes. C'est un peu Bridget Jones, vous en parlez dans votre livre. Oui, parce qu'en fait, dans la vieille fille, il y a deux types de vieilles filles. Il y a les vieilles filles dont on ne peut plus rien attendre, c'est-à-dire les post-quarantenaires. Et puis, il y a la vieille fille de 30 ans, donc la Bridget Jones, qui, elle, est sur la mauvaise pente. Donc, en fait, on la voit comme ça en train de s'oublier, de se négliger un peu, etc. On espère la sauver. Mais elle va se sauver. Et notamment, elle va se sauver
en enchaînant des relations pénibles. Et donc, comme si ça faisait partie en fait du chemin. Enfin, voilà, après en avoir eu tellement de mauvais, elle finira bien sûr par tomber sur le bon. J'ai oublié complètement la question du coup. Justement, en finir avec la question avec la représentation des célibataires, soit vieilles filles, soit célibatantes. Oui, parce qu'en fait, la célibatante, évidemment, c'est un terme qui me dégoûte, mais c'est l'idée, parce qu'en fait, donc la vieille fille, soit c'est la fille sans histoire, c'est-à-dire il ne lui arrive rien, donc non seulement pas d'histoire amoureuse, mais rien, quoi. En fait, elle peut parler de sa chaudière, voilà, elle n'a rien à raconter. Il y a des films, il y a une vieille fille, ça dans un film de James Ivory, qui envoie des longues missives pour parler de sa chaudière, en pensant que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est ça la vieille fille. Ou la célibatante qui, effectivement, parce qu'il faut bien expliquer que si elle a refusé l'amour, c'était bien au moins pour une carrière incroyable et pour une vie, voilà, où toute la journée en train de traverser des couloirs de bureau d'un pas décidé avec des grands papiers sous le bras. Encore une fois, si on considère qu'être célibataire, ce n'est pas une catégorie qui est aussi pertinente que ce qu'on veut le croire, toutes ces représentations n'ont plus lieu d'être en réalité. Parce que moi, ce que je défends dans Vieille fille aussi, c'est de pouvoir être une vieille fille avec une vie banale, c'est-à-dire de ne pas avoir de grandes ambitions, de pas troquer une vie matrimoniale et familiale pour une vie d'aventure. Voilà, je ne pars pas au Tibet. Et de parler de chaudière sans qu'on se foute de vous, quoi. Ouais, enfin, parce que en fait, quelqu'un de marié et avec des enfants qui parlent de la chaudière, on dirait, oui, c'est pas facile quand même. C'est quand même du travail, le couple et la famille. Ce serait quand même chiant, mais on l'accepterait plus facilement. On l'accepterait plus facilement. Donc en finir avec ces clichés-là et avec l'idée aussi, même si vous ne voulez pas en parler du couple, mais en tout cas de s'interroger sur le fait de ce qui a marché ou pas marché. Ce qui est intéressant dans vos deux projets, que ce soit documentaire ou dans votre livre, c'est aussi la manière dont vous décrivez les corps, et notamment le vôtre. C'est aussi en fait pas redécouvrir que le partenaire, que ce que pensent les autres, parce que la célibataire, en fait, c'est surtout un regard qui est projeté sur la personne qui est célibataire. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est vraiment la manière dont, par exemple, vous parliez de votre corps sous drogue ou avec des bodys moulants pendant votre grossesse, où vous, les premières pages sont magnifiques de votre livre quand vous décrivez justement le moment où vous vous baignez et vous manquez de vous noyer. Je ne vous spoile pas, c'est les premières pages. On les lit quand même assez vite. Et puis même après, en fait, quand vous décrivez le fait de boire un verre sur la plage, la chaleur, et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on renoue avec une vision beaucoup plus, on va dire, parcellaire ou par impression de la célibataire. Adila, peut-être en premier. Oui, alors ça, pour moi, c'est pas l'apanage de la célibataire. En fait, je voulais juste raconter à quel point les femmes ont toujours extrêmement conscience de leur corps, de leur poids, et y compris donc dans un itinéraire biographique. Moi, je peux dire quasiment quel poids je pesais à chaque fois que j'ai rencontré telle personne. Et malheureusement, je pense que je ne suis pas la seule à être assujettie à ce truc. Voilà. Mais quand même, juste pour revenir sur l'importance décoller justement de l'idée du stigmate de célibataire pour revenir en fait à soi. En fait, c'est juste, il y a le stigmate de la vieille fille, il y a le fantasme de Sex and the City, la célibataire émancipée ou célibatante, etc. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc de... en fait, non, regardez juste ce qu'on est, sans honte ni fierté. En fait, c'est une situation complexe comme une autre. Voilà, c'est juste ni être fier ni se donner en modèle, ni avoir honte de ce qu'on vit, et essayer de comprendre, de mettre un peu d'intelligence dans cette expérience-là qui est le célibat. Marie ? Oui, moi c'est vrai que le célibat, notamment j'ai eu des périodes d'abstinence assez longues, enfin d'abstinence choisie assez longues. Et ce qui a été une bonne expérience pour moi, c'est que je me rendais compte finalement qu'avant ça, même si je commençais à faire du yoga, etc., mais j'avais l'impression que je sentais l'existence de mon corps, surtout quand j'avais mal quelque part. Enfin voilà, que j'avais mal au ventre ou je sais pas quoi, et l'orgasme. Et c'était vraiment les deux moments où je sentais mon corps exister, une espèce de présent un peu comme ça. Et finalement, de sortir aussi la sexualité pour éprouver son corps, moi, ça m'a poussée à avoir une vie plus physique, peut-être plus sensuelle aussi, et effectivement d'être dans un corps effectivement qui me réappartient, dont j'ai pas à contrôler en fait les intrusions. On va dire ça comme ça.
Et en même temps, voilà, de revenir aussi à une pleine possession de ses sensations, de voir comment on peut augmenter aussi la sensibilité de son corps sans passer forcément par la sexualité. C'est fini, c'est ça. J'ai senti ta présence dans mon dos. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle juste Alors, je rappelle quand même vos livres. Donc, Marie Coq, Vieille fille, une proposition, c'est paru aux éditions de La Découverte. Adila Benedjaïzou, donc Exologie, une vie de célibataire. C'est sur France Culture, c'est en podcast. C'est dans l'émission Les Pieds sur Terre. Voilà, et les deux sont géniaux. Écoutez-les et lisez-les. Merci. Merci.